lors du réveillon de Noël, ma sœur s'est levée, a tapoté son verre de vin rouge d'un geste théâtral et a annoncé, comme si elle acceptait une récompense prestigieuse, « Maman et papa me cèdent la maison. Chloé n'aura rien. » La pièce a éclaté. Des acclamations, des sifflets. Quelqu'un a même crié, avec une familiarité déplacée, « Il était temps. » Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas scié. J'ai simplement souri de cette manière particulière, ce sourire que l'on arbore lorsqu'un orage dévastateur s'abat, mais que l'on sait depuis longtemps que le toit qu'il menace est le leur, pas le vôtre. J'ai délicatement posé ma fourchette à côté de mon assiette encore à moitié pleine. « Papa » ai-je dit d'une voix douce, presque un murmure, mais qui a tranché l'air comme une lame. « Est-ce que je leur explique, ou tu t'en charges ?» Son visage a perdu toute couleur. Ma sœur, Manon, s'est figée, son sourire triomphant soudainement pétrifié. Et à cet instant précis, un silence glacial est tombé, et chaque personne présente dans cette salle à manger provençale a su que quelque chose d'irrévocable était sur le point de se produire. Avant de vous plonger dans les décombres de ce silence, dites-moi, d'où m'écoutez-vous ce soir? Savoir qu'il existe des gens qui ont survécu à des familles comme la mienne est une forme de réconfort. Je m'appelle Chloé Dubois, et si vous aviez rencontré ma famille avant ce fameux réveillon, vous auriez pu nous croire unis. Le genre d'image de carte postale de vacances à la française que les gens envoient, avec des pulls assortis, des sourires éclatants devant un sapin immense, prétendant que nous n'élevions jamais la voix. Mais les familles comme la mienne ne se brisent pas dans des éclats de voix spectaculaires et évidents. Elles se fissurent en silence, à travers de petits choix, à travers ceux qu'on écoute et ceux qu'on ignore. Et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai vécu dans cet espace feutré où l'on ne vous remarque que lorsqu'on a besoin de quelque chose. Manon, ma sœur cadette, n'a jamais connu cet espace. Elle était la favorite. Brillante, extravertie, pleine d'un charme qui désarmait tout le monde. Le genre de fille que les membres de la famille couvrent de compliments lors des rassemblements, la qualifiant de « petit prodige » et des « étincelles ». Je ne la détestais pas pour ça. J'ai simplement appris très tôt que je devrais construire ma vie par mes propres moyens, car rien ne me serait jamais donné aussi facilement qu'à elle. En grandissant, j'ai observé mes parents, Valérie et Stéphane, déverser toute leur attention sur Manon comme si elle était une plante exotique nécessitant un arrosage constant. Des cours de danse classique, des colonies de vacances en Suisse, des leçons de piano privé, toutes ces choses pour lesquelles on me disait que nous n'avions pas les moyens, lorsque j'osais demander. Plus tard, quand j'ai déménagé à Paris pour le travail, ils ont qualifié mon départ d'égoïste, comme si choisir mon indépendance signifiait les abandonner. Pendant ce temps, Manon restait à proximité, dans le sud, leur rendant visite chaque week-end, se glissant parfaitement dans ce petit moule qu'ils avaient sculpté pour elle. Pourtant, je continuais à rentrer pour les fêtes, principalement pour ma grand-mère. Monique Dubois, l'esprit vif comme l'acier, les cheveux argentés coupés courts, la seule personne de la famille qui me regardait avec une fierté authentique. Quand elle me serrait dans ses bras sur le seuil de la porte, ce n'était pas une obligation. C'était comme être enfin vue. Elle me tapotait la joue, murmurait quelque chose comme « Tu es plus forte qu'il ne le pense », puis retournait s'asseoir dans son fauteuil comme si elle ne venait pas de me donner assez de carburant pour tenir une année de plus. Ce réveillon de Noël avait une atmosphère étrange avant même d'avoir commencé. L'air dans la maison de campagne en Provence était différent. Épais, chargé d'attente, comme si tout le monde avait été mis dans un secret dont je ne devais pas faire partie. Valérie s'agitait dans la cuisine avec ce sourire crispé qu'elle arbore quand elle cache quelque chose. Stéphane évitait mon regard, ne le soutenant jamais plus d'une seconde. Manon n'arrêtait pas d'épousseter une peluche imaginaire sur sa robe, bien que celle-ci fût impeccablement propre. Et lorsque je suis entré dans la salle à manger, j'ai remarqué un autre détail. Une chaise vide à côté de la mienne manquait. Pas déplacée, pas repoussée, mais complètement absente. J'aurais dû comprendre à ce moment-là. On pourrait penser que cette chaise manquante aurait été un avertissement suffisant, mais dans ma famille, les signes sont toujours silencieux avant d'exploser. Je me suis assise malgré tout, lissant la serviette sur mes genoux, faisant semblant de ne pas remarquer la façon dont les conversations s'éteignaient chaque fois que j'entrais dans une pièce. Elle devenait plate pendant une seconde, comme si quelqu'un avait appuyé sur la touche, muet, puis reprenait avec des rires forcés dès que je passais. Manon flottait au milieu de tout cela comme la star de son propre défilé, vérifiant la disposition des couverts, ajustant les angles du centre de table, murmurant des petites remarques à l'oreille de notre mère qui les faisait sourire toutes les deux. De temps en temps,
elle me jetait un regard avec un sourire aux lèvres pincées, poli mais vide, comme si j'étais une collègue qu'elle tolérait à peine. Ça n'avait pas toujours été comme ça. Pendant longtemps, Manon et moi n'étions que deux enfants, partageant une chambre, nous passant des mots sous la porte quand nous étions censés dormir. Elle avait l'habitude de me tresser les cheveux, de voler mes pulls, de me supplier de la conduire partout une fois que j'avais eu mon permis. Mais quelque part entre le lycée et l'âge adulte, quelque chose avait changé. Elle s'était glissée confortablement dans le rôle que mes parents avaient construit pour elle, la fille en or, la fille parfaite, tandis que je m'étais discrètement effacé du cadre. L'affaire de la maison avait commencé 6 mois plus tôt, bien avant l'annonce du réveillon. C'était un samedi humide de juin lorsque Valérie m'avait appelé, me demandant de rentrer pour quelque chose d'important. Pas de détails, pas d'avertissement. Quand je suis arrivé dans ma vieille Citroën 2CV, ils m'ont conduite directement à la table de la salle à manger, cette même table où tout allait plus tard s'effondrer. Stéphane avait un dossier posé devant lui, comme pour une présentation professionnelle. Valérie souriait si fort que son visage semblait lui faire mal. « Ma chérie, commença Stéphane, nous refinançons la maison. Juste une simple signature, pour obtenir de meilleurs taux. Tu n'auras à te soucier de rien. » Même à ce moment-là, quelque chose en moi s'est crispé. Ma famille ne me demandait jamais d'aide à moins d'avoir besoin de bien plus que ce qu'ils étaient prêts à admettre. J'ai feuilleté les papiers, le cœur battant la chamade tandis que j'essayais de comprendre les chiffres. Quelque chose clochait. Trop de pages, trop de montants raturés, trop d'explications précipitées. Je peux les emporter avec moi? Ai-je demandé, en gardant ma voix aussi neutre que possible. Mon avocate peut y jeter un œil. Le silence qui suivit me dit tout. Le sourire de Valérie vacilla. Stéphane referma le dossier trop rapidement, comme s'il regrettait de l'avoir mis devant moi. C'est juste une formalité, insista-t-il. Pourquoi compliquer les choses? Mais j'ai pris le dossier quand même. De retour à Paris, mon avocate, Maître Moreau, a parcouru les pages, ses sourcils se haussant un peu plus à chaque document. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas tourné autour du pot. Elle m'a appelé le lendemain matin. Ce n'est pas un refinancement, dit-elle. C'est un transfert de responsabilité. Si vous signez, vous devenez responsable de leur dette. Une dette? J'avais fixé mon téléphone, hébété. Quelle dette? Elle m'a expliqué lentement, prudemment. Une deuxième hypothèque, des mois de paiement manqués, des lettres de saisie, des choses dont j'ignorais même l'existence. Et au moment où j'ai compris, quelque chose en moi s'est verrouillé, pas de la colère, pas encore, quelque chose de plus froid, de plus stable. 2 mois plus tard, Stéphane a de nouveau appelé, cette fois pour demander de l'argent. Pas un prêt, pas de l'aide, de l'argent. Il a dit que c'était pour les frais médicaux de Valérie. Mais lorsque j'ai proposé de payer l'hôpital directement, il s'est effondré. L'histoire a changé. La vérité a fuité. Paiement en retard, échéance, désespoir. Et maintenant, assise à cette table de réveillon, regardant Manon rayonner sous l'attention de tous, le poids de ces 2 mois pesait sur mes côtes. Il ne lui donnait pas la maison. Il lui donnait la dette. Et il s'attendait à ce que je reste assise tranquillement à côté d'elle pendant que cela se produisait. Au moment où novembre est arrivé, le secret était comme un fil à haute tension entre mes parents et moi. Nous ne parlions pas des papiers que j'avais refusé de signer, ni de l'appel où Stéphane avait admis la vérité. Nos conversations se sont réduites à des banalités sur la météo et des questions sur mon travail, comme si de petites discussions pouvaient combler un cratère. Il ne savait pas que j'avais fait plus que refuser. J'avais consulté moi-même les registres de la propriété. Je connaissais la deuxième hypothèque, les intérêts qui les dévoraient vivants, l'horloge de la saisie qui tournait déjà. Ils se noyaient et essayaient d'entraîner quelqu'un d'autre avec eux. Au début, je pensais que ce quelqu'un avait toujours été censé être moi. J'étais celle qui avait un emploi stable à Paris. Pas d'enfant. La personne qu'ils considéraient comme un filet de sécurité auquel ils avaient droit. Leur dire non, c'était comme apprendre une nouvelle langue qui avait le goût de la culpabilité. Puis Manon a commencé à publier des indices en ligne, des légendes sur de grands changements, des photos sur le perron avec nos parents, des blagues sur le fait d'être prête à devenir propriétaire. Chaque publication était comme une autre pièce du puzzle qui s'emboîtait. Une semaine avant Noël,
Valérie a appelé pour s'extasier sur le fait que Manon était si excitée à l'idée d'organiser plus souvent des réceptions une fois que les choses seraient réglées avec la maison. Elle l'a dit d'un ton léger, comme si la maison était un héritage précieux, et non une bombe qu'ils emballaient dans un joli ruban. C'est cette nuit-là que j'ai cessé d'espérer qu'ils régleraient le problème eux-mêmes. Je suis allé à mon bureau, j'ai sorti un dossier et j'ai commencé à le remplir, copie des paiements en retard, des avis, les pages de résumé qui montraient exactement à quel point ils étaient endettés. Je ne prévoyais pas de les humilier. Je prévoyais de m'assurer que personne ne pourrait dire qu'ils ne savaient pas dans quoi ils s'engageaient. Le matin du 24 décembre, j'ai repris la route dans ma 2CV avec ce dossier dans mon sac à main et un nœud à l'estomac. Une partie de moi voulait encore croire qu'il me prendrait à part, admettrait que le plan était allé trop loin. Au lieu de cela, Valérie m'a accueilli à la porte avec une étreinte tendue qui sentait le parfum et le stress. « Tu es magnifique », a-t-elle dit. « Manon va être si heureuse que tu sois là. » La façon dont elle a dit « Manon » et non « nous » m'a tout dit. À l'intérieur, la table était dressée. Des rallonges avaient été ajoutés, les verres brillaient, chaque chaise était occupée, sauf la mienne. Ma grand-mère a croisé mon regard depuis sa place habituelle et m'a fait un petit signe de tête, comme si elle en savait plus qu'elle ne le disait. En me glissant à ma place, ma main a frôlé le bord de mon sac. Le papier contre le cuir, la preuve contre le déni. S'il transformait ce dîner en spectacle, j'en avais fini de jouer le rôle de la figurante silencieuse. Lorsque ma sœur s'est levée de sa chaise et a tapoté son verre, je savais déjà que j'allais assister au lever de rideau d'une pièce qu'ils avaient répétée sans moi. Manon se tenait là, rayonnante, ses cheveux parfaitement bouclés, le collier que notre grand-mère lui avait offert accrochant la lumière comme s'il avait été choisi spécifiquement pour le moment qu'elle s'apprêtait à voler. « Maman et papa me cèdent la maison », annonça-t-elle, sa voix assez claire pour porter par-dessus chaque assiette et chaque verre. Chloé n'aura rien. La pièce a explosé avant même que le sens de ces mots n'ait eu le temps de s'installer. Des acclamations, des applaudissements bruyants, quelques sifflets, et ce genre de rire que les gens utilisent quand ils pensent soutenir une bonne cause. Quelqu'un a même donné une claque dans le dos de Stéphane. Ma mère s'est tamponné le coin de l'œil comme si elle assistait à des fiançailles. Je n'ai pas touché mon verre. Je n'ai même pas scié. J'ai juste regardé Manon et j'ai souri. Pas un sourire large, ni chaleureux. Le genre de sourire qui porte le poids de tout ce que vous ne dites pas encore. Puis j'ai baissé ma fourchette sur mon assiette et j'ai demandé à Stéphane, « Est-ce que je leur explique, ou tu t'en charges ?» L'effet a été instantané. C'était comme si mes mots avaient coupé un fil. La pièce est tombée dans un silence si lourd que je pouvais entendre le tic-tac du radiateur. La main de Stéphane a glissé. Sa fourchette a heurté l'assiette avec un cliquetis métallique qui a résonné. L'expression de Manon s'est crispée. Nous expliquer quoi? Autour de nous, les proches se sont penchés en avant, flairant le drame. Ma grand-mère a expiré brusquement, comme si elle avait attendu que quelqu'un, n'importe qui, cesse de prétendre que tout allait bien. J'ai attrapé mon sac à main, j'en ai sorti le dossier et je l'ai posé devant moi. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je l'ai juste laissé là, reposant comme une menace silencieuse. Avant de célébrer le fait que Manon reçoive la maison, ai-je dit calmement, vous devriez probablement connaître l'état dans lequel elle se trouve. Stéphane a essayé de se reprendre. Chloé, pas ici. Pourquoi pas? Ai-je demandé. Tu n'étais pas gêné quand tu as décidé de la lui céder sans lui parler de la dette. Les têtes se sont tournées. Les conversations se sont tues. Manon s'est raidie comme si on avait tiré une ficelle à l'intérieur d'elle. Quelle dette? A-t-elle lâché? J'ai finalement ouvert le dossier. Une pile de factures de paiement et d'avis de retard nous regardait. J'ai fait glisser une page vers l'avant, la ligne de résumé en gras. Ils sont en retard sur leur paiement, ai-je dit. Sur 2 hypothèques. La seconde a été contractée sans en parler à personne. Ils sont à quelques mois de la saisie, peut-être quelques semaines. La main de ma mère s'est envolée vers sa bouche. Stéphane a rougi. Manon a cligné des yeux comme si elle venait d'être giflée. Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit, sa voix montant. Il me l'aurait dit. T-on-il dit, ai-je demandé, les yeux fixés sur les siens, que la maison est assortie d'une dette de plus de 100 000 €. Que si tu signes ces papiers, tu es responsable de chaque paiement en retard et de chaque pénalité. Quelque chose s'est fissuré dans son expression.
Le doute s'est insinué. Stéphane a réessayé. Tu dramatises la situation, Chloé. Nous gérons ça. Vraiment? J'ai brandi une autre page. Parce que celle-ci dit que la banque n'est pas convaincue que vous gériez quoi que ce soit. Il s'est jeté en avant comme s'il pouvait m'arracher le papier des mains, là, devant 20 témoins. Je l'ai retiré avant qu'il ne puisse le toucher. Arrêtez, a supplié Valérie. S'il vous plaît, ne faites pas ça aujourd'hui. Pourquoi pas? Ai-je demandé. C'est vous qui avez choisi ce jour. Les proches ont commencé à s'agiter sur leurs chaises. Certains mal à l'aise, d'autres nouvellement curieux, quelques-uns ouvertement furieux d'être inclus dans ce spectacle auquel ils n'avaient pas été préparés. Ma tante Sandrine a été la première à parler. Stéphane, dit-elle sèchement. Est-ce que c'est vrai? Stéphane n'a pas répondu. Sa mâchoire était si serrée que j'ai cru qu'elle allait se briser. Valérie a enfoui son visage dans sa serviette. Manon a regardé alternativement eux et moi. Mais ils ont dit que la maison était à moi. Ce n'a jamais été un cadeau, ai-je dit doucement. C'était une issue de secours pour eux. Ils avaient besoin de quelqu'un pour porter la dette. D'abord, ils ont essayé de me piéger. Quand ça n'a pas marché, ils t'ont choisi. Manon se tenait figée dans sa robe à paillettes, tremblante. Son fiancé, Léo Martin, s'est légèrement écarté d'elle, comme s'il n'était pas sûr de vouloir être associé à tout cela. Est-ce qu'elle ment? Demanda-t-il à ses futurs beaux-parents. Valérie a sangloté. Stéphane n'a pas levé les yeux. C'était suffisant. Léo a repoussé sa chaise et s'est levé. Vous m'aviez dit que la maison était payée. Vous aviez dit que nous aurions un nouveau départ sans dette. Manon a tendu la main vers lui, mais il a reculé. Tu t'attends à ce que je... dit-il, la voix tremblant entre la colère et l'incrédulité, que je commence une vie sur un navire en train de couler? Léo, s'il te plaît. Il a secoué la tête. Je ne vais pas me marier dans une situation pareille. La pièce a poussé un soupir collectif alors qu'il sortait, passant devant le bœuf bourguignon, devant mes parents abasourdis, et franchissant la porte d'entrée sans un regard en arrière. Les jambes de Manon ont flanché. Elle s'est laissée tomber sur sa chaise, les mains tremblantes, le mascara coulant sur ses joues. Pour la première fois depuis des années, elle ressemblait à la petite fille qui venait se glisser dans mon lit après un cauchemar. Ce n'est pas ma faute, a-t-elle murmuré. Je ne savais pas. Je sais, ai-je dit tranquillement. Stéphane a frappé la table de la paume de sa main. Tu as tout gâché. Je l'ai dévisagé. Non, vous avez tout gâché à la minute où vous avez essayé de transmettre votre dette à vos enfants comme si c'était un héritage. Tu déchires cette famille, a gémi Valérie. Elle était déjà brisée, ai-je dit. Je refuse simplement de continuer à balayer les morceaux sous le tapis. Un murmure a parcouru les rangs des parents. Accord. Déception. Jugement. Le genre qui pique le plus parce qu'il vient de témoins qui ont tout vu. Ma grand-mère s'est levée lentement, en s'aidant de la table pour garder l'équilibre. Sa voix, bien que frêle, portait plus d'autorité que celle de n'importe qui d'autre. Je t'ai mieux élevé que ça, a-t-elle dit à mon père. Tes filles ne sont pas des canots de sauvetage dans lesquels tu peux grimper. Stéphane s'est tassé. Valérie a pleuré plus fort. Manon a finalement levé les yeux vers moi, le regard vide. Qu'est-ce que je fais maintenant? La question a touché plus profondément qu'elle ne le voulait. Pas parce que j'avais la réponse, mais parce qu'elle la posait enfin à la bonne personne. Pas aux parents qui avaient construit ces illusions, mais à la sœur qu'ils avaient mise de côté. Avant que je puisse parler, quelqu'un a frappé fort à la porte. Toutes les têtes se sont tournées. On a frappé à nouveau, plus fort. Stéphane a froncé les sourcils. La porte s'est ouverte et une femme est entrée. Tailleur simple, badge accroché à sa ceinture, expression calme et impénétrable. Monsieur et Madame Dubois? A-t-elle demandé. Je dois vous parler au sujet de vos dossiers d'hypothèque. La pièce a de nouveau éclaté, cette fois dans une vague d'incrédulité. Valérie a failli s'effondrer. Stéphane est devenu blanc. Manon s'est agrippée au bord de la table comme si c'était la seule chose qui la maintenait droite. Je n'ai pas bougé. Je suis juste restée assise, respirant lentement,
regardant la vérité atterrir enfin là où elle devait être. Pourquoi est-elle ici? A murmuré Stéphane, la voix brisée. L'enquêtrice, l'inspectrice Bernard, n'a pas scié. Nous avons reçu un signalement de possible mauvaise conduite financière. J'ai quelques questions. On aurait pu entendre une mouche voler. Personne n'applaudissait maintenant. Chloé, a sangloté Valérie. Dis-lui que tu as mal compris, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu. Pas encore, car la vérité ne faisait que commencer à se dévoiler. Lorsque l'inspectrice Bernard est entrée dans la maison, tout ce qui avait maintenu mes parents ensemble a finalement cédé. Elle a posé des questions calmes et mesurées sur les paiements, les retards, les avis, la deuxième hypothèque, et chaque réponse qu'ils évitaient rendait la pièce plus petite. Les proches se sont éloignés d'eux comme s'ils reculaient devant un incendie. Manon était assise, immobile, les mains tremblantes sur ses genoux. Elle n'était plus en colère, juste vidée, comme si on lui avait enlevé toute sa couleur. Ma grand-mère se tenait derrière elle, une main posée sur son épaule, stable et silencieuse. Quand l'inspectrice est partie avec les documents, un silence lourd s'est abattu sur la maison. Valérie a essayé de me tendre la main. Stéphane a marmonné que je les avais humiliés. Ni excuse ni reproche n'a atterri. J'ai pris mon manteau. Manon a murmuré, ne pars pas. Je serai toujours là, lui ai-je dit. Simplement plus pour leur mensonge. Dans les semaines qui ont suivi, tout a changé. Mes parents ont été contraints d'affronter ce qu'ils avaient construit, couche après couche de secrets, d'excuses et de dettes. La maison a été mise en vente. Ils ont emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, plus silencieux qu'il ne l'avait jamais été. Fini les grandes annonces. Fini les illusions de la fille en or. Manon a commencé une thérapie. Elle m'appelait souvent. Parfois pour pleurer, parfois juste pour rester en silence au téléphone. Elle m'a dit qu'elle comprenait enfin pourquoi j'avais cessé de laisser nos parents parler pour moi. Quant à moi, j'ai appris quelque chose que j'aurais dû savoir il y a des années, dire la vérité n'est pas une trahison. La cacher, si. Et les familles construites sur le déni finissent toujours par s'effondrer. Si vous avez déjà dû vous tenir seul à une table pleine de gens qui prétendent vous aimer, dites-moi d'où vous m'écoutez. Et après avoir entendu mon histoire, qu'auriez-vous fait?